Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est toujours à Paris. Je vous présente quelqu'un aujourd'hui, investisseur dans les actions dividendes et pas que. On va avoir le temps de parler un petit peu de ça avec lui. Je suis en compagnie de Julien. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, la forme. Dis-nous tout. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, à quoi tu as touché dans l'investissement? Bien sûr, donc moi je suis de la région. Donc, Ok. j'habite effectivement Région parisienne. dans la région parisienne, dans les Yvelines depuis toujours. Ok. Je suis né à Versailles, donc Ouais. je suis vraiment de la région, je suis vraiment produit d'ici. Aujourd'hui j'ai 34 ans. Ouais. Je travaille dans le domaine de l'informatique. Ok. Voilà, j'ai fait diverses choses en informatique, que ce soit du dev, des tests de performance, maintenant du DevOps. Ok. Et je fais un peu de management aussi maintenant. Voilà, on évolue dans Différentes branches. Ouais. Et j'ai toujours été intéressé donc, pour la partie investissement. Donc je me suis toujours intéressé à ça depuis mon plus jeune âge. Ok. C'est-à-dire quand tu as eu 18 ans, 20 ans? En fait, j'étais déjà intéressé avant. Ok, donc très jeune. Donc vraiment très jeune. Et dès que j'ai pu, je me suis lancé dans les investissements. Ok. J'ai suivi l'avènement du financement participatif. Ok. Donc, c'est là où j'ai appris justement, j'ai investi dans les premières startups et puis aussi dans tout ce qui était la promotion immobilière. Ok. Donc, j'ai compris comment ça fonctionnait et pourquoi on pouvait justement prétendre à de tels taux d'intérêt. C'est quand même effectivement entre 8 et 12%. Des belles rentabilités quand tu prêtais ton argent. Voilà. Ouais. Donc, j'ai compris pourquoi c'était possible et en quoi donc, ça pouvait vraiment être sérieux et pourquoi donc, je pouvais effectivement me lancer dedans. Et puis j'ai aussi toujours voulu ne pas entre guillemets perdre mon argent, donc j'ai jamais payé de loyer. Ok. Je suis passé directement de chez mes parents au crédit immobilier. Ok. Pour ta résidence principale, c'est ça que tu veux dire? Donc, pour ma résidence principale. Tu n'es pas SDF, rassure-nous. Non. Non, c'est bon. non, donc j'ai investi voilà, très jeune. Hein, je venais d'avoir. J'étais sur mes 24 ans, donc j'y avais pas encore. J'avais à peu près 23 ans. J'ai acheté mon appartement à Rambouillet. Ok. Et après, je faisais en parallèle donc, de l'investissement, effectivement, via les plateformes de financement participatif. Et puis après aussi, quand je travaillais dans des grosses sociétés, il y avait tout ce qui est plan d'épargne d'entreprise. Ok. Donc c'est comme ça que j'ai commencé justement dans la partie bourse. Ok. Et tu touches à pas mal de choses. Et donc maintenant je touche à pas mal de choses. J'ai fait de la crypto, j'ai fait aussi. De la bourse, Ok. j'ai fait de la promotion immobilière, j'ai fait de l'immobilier. Ok. Et maintenant j'ai aussi un appartement que j'ai en location. En locatif aussi. En locatif. Tu touches à tout en fait, si on résume immobilier, bourse, crypto, levée de fonds, start-up, promotion, crowdfunding. C'est ça. Qu'est-ce que tu as pas fait en fait? Dès qu'il y a un nouveau concept qui sort, tu es très curieux. Soit j'essaye, soit en tout cas je suis au courant de son existence. Ce qui se passe. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, donc tu as un profil très diversifié, très curieux, tu aimes bien comprendre comment ça se passe. C'est ça, et j'essaie vraiment de chercher comment ça se passe, d'où viennent effectivement les rentabilités, comment ça fonctionne. Dans le financement participatif, on en parlera peut-être, mais c'est pareil, j'ai cherché à comprendre d'où venait, pourquoi les startups avaient besoin justement de lever de fonds, pourquoi ils passaient par cette plateforme-là, est-ce qu'il y avait effectivement d'autres solutions, d'autres choses, etc. Ok, donc si on résume, tu as 34 ans, tu m'as dit, ça fait quoi? Ça fait plus de 15 ans que tu es investisseur? Alors, au début, tu n'as pas grand-chose parce que tu n'as pas beaucoup de moyens. Mais tu te renseignais déjà pas mal. Et je me renseignais déjà. Mais ouais, donc tu as déjà une sacrée expérience pour quelqu'un de 34 ans. C'est ça. Ok. Donc on pourrait vraiment parler de plein de sujets dans cette vidéo-là. Je pense qu'il y a même des gens qui ont envie de se dire putain, mais parlez-nous de ça. Mais voilà, on va parler aujourd'hui de bourse, évidemment, d'actions à dividendes. Comment t'es tombé dans les actions à dividendes? C'était dès le début aussi, il y a 15 ans à peu près, ou c'est arrivé un peu plus tard les actions à dividendes? Ça arrive beaucoup plus tard. Ouais. En fait, moi, j'ai connu, donc, comme je disais, le monde des actions via les plans d'épargne d'entreprise. Ok, ouais. Donc il y a toujours deux choses dans ce genre de placement. Le premier, c'est effectivement les actions de l'entreprise en question. Et le deuxième sont les fonds de placement. Les fonds de placement, en général, c'est globalement un cocktail entre des devises et justement des actions. Et puis, on va pas se mentir, les performances en particulier des fonds d'investissement étaient pour moi mauvais. Donc j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi, comment ça fonctionnait, etc. Et j'ai compris pourquoi c'était mauvais. Et donc forcément, à partir de là, je me suis dit, c'est facile en réalité de faire mieux. Et donc je me suis intéressé moi-même à gérer mon propre portefeuille. Ouais. D'ailleurs, en parlant de portefeuille, j'ai deux portefeuilles en réalité. Ok. Puisque j'ai investi sur deux marchés différents. Ok. Et pareil, on le remarque effectivement avec l'habitude, mais il existe une multitude de brokers. Et en fait, en réalité, quand tu regardes un peu plus proche, tu t'aperçois que chaque broker est plus ou moins spécialisé dans un domaine. Sur une stratégie, que ce soit du trading, du dividende, du marché de l'argent. Et donc, c'est là où ils vont, en fonction de leur choix, ils vont proposer
tarif préférentiel adapté en fonction effectivement de leur stratégie. Ce qui fait qu'effectivement, j'ai des pokers différents en fonction de ce que je souhaite faire. Ok, donc tu m'as donné pas mal d'informations sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Donc si je comprends bien, tu as d'abord commencé à faire confiance aux pros, tu t'es rendu compte que bon, ce qu'ils délivraient, c'était pas forcément bien foufou, les fonds d'investissement, beaucoup de frais, je suppose, des choix. Beaucoup de frais. Les frais, les gens ne se rendent pas compte parce que je suppose que les frais c'était 0,5 ou 1%, c'est des petits montants. Mais c'est en fait, tous les mois, c'est et ça. à l'année, ça fait des sommes astronomiques. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est la même chose que si, je sais pas, par exemple, je dis un exemple bidon, mais tu faisais un chèque de 15 000 $ chaque début d'année juste pour les frais. Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est le début de la performance. Et en fait, si on dit à tout le monde ici, est-ce que tu es prêt à payer 15 000 $ chaque année à un pro pour qu'il investisse son argent? Quasiment tout le monde dirait non. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la réalité avec ces fameux frais. Donc bref, tu t'es rendu compte de ça et tu t'es dit, oula, je suis pas sûr, je vais le faire pour moi. Tu m'as parlé de 2 marchés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu veux dire quoi, 2 marchés? C'est 2 pays, c'est 2 stratégies, c'est 2 classes d'actifs? Globalement, il y a la partie, on va dire, France-Europe. Ok. Et qui est finalement le PEA, qui permet de bénéficier justement d'une tarification. La niche fiscale. Une niche fiscale derrière intéressante. Et ensuite, il y a le marché, effectivement, le reste du monde, qui effectivement, on ne va pas se mentir, en tout cas, en ce qui concerne essentiellement américain. Ouais, via compte titre. Via le compte titre, tout à fait. Donc aujourd'hui, tu as de l'américain et du français, c'est ça? Ou tu as un peu d'autres valeurs aussi? Français, Europe, un peu d'européen aussi dans ton PEA directement. Mais directement en détention d'actions directes ou tu as aussi des produits qui répliquent? Des trackers, par exemple? En fait, initialement, c'est pareil, parce que comme j'ai commencé très tôt, j'ai commencé au début, effectivement, ça me rassurait de passer par un ETF, donc j'avais recherché meilleure performance ETF, etc. J'en avais choisi un, c'est avéré que c'était un coup gagnant pour le coup, je suis à plus de 100% dessus, donc je suis assez content, effectivement. Mais bon, ça s'est bien passé, mais je ne savais pas trop bien ce que je faisais. J'ai tapé sur Google, top ETF. T'as vu un nom, tu t'es dit pourquoi pas, Mais non, maintenant je préfère acheter des actions moi-même. Ok. Et justement, ça a été quoi ta première étape pour en apprendre plus sur cette stratégie des actions dividendes? Tu m'as dit là, petite recherche sur Google, tu es tombé sur mon tracker. Et comment t'arrivais à acheter tes premières actions à dividendes et te dire celle-ci oui, celle-ci non, ça me plaît, ça me plaît pas? Alors, de toute façon, c'est comme tout, je pense qu'on ne peut pas tout savoir. Google c'est bien, mais ça prend du temps. Moi, vous l'avez vu, je suis intéressé par énormément de choses, donc je n'ai pas un temps extensif, donc je ne peux pas tout faire moi-même. Donc j'ai cherché des personnes qui feraient le travail entre guillemets pour moi, dans lesquelles je pouvais effectivement avoir une certaine confiance sur un certain nombre de choses. Je ne lâche jamais ma confiance à 100% de personnes, j'estime que je suis responsable de mes choix. Ça c'est bien. Et à partir de là, je dois les assumer. Donc quand je choisis effectivement une personne, je choisis, mais je garde, je ne faisais pas aveuglement. Tu gardes le contrôle. Je garde le contrôle, je lis les informations qu'ils me communiquent et tout, je dis oui, non, et puis je fais ou je ne fais pas, mais derrière, j'assume totalement mes choix. Et donc voilà comment je suis arrivé sur cette stratégie finalement à dividendes, c'est juste que j'ai fait comme ce que j'aurais pu faire au niveau des startups, en fait moi je le fais au niveau des humains. Voilà, c'est-à-dire que je vais suivre un certain nombre de personnes, je vais effectivement les étudier, voir un peu comment leur façon de penser et tout, et voir si ça me correspond. Et si ça me correspond, je vais me tarder un peu plus, et puis voire même aller un peu plus loin, ce qui a été donc le cas avec toi, puisque j'ai pris effectivement la formation, et effectivement j'ai pris la formation sur la partie de la bourse, parce que c'est ce qui m'intéressait, c'est ce que je voulais, et je voulais essayer avoir un petit peu accès à ton portefeuille justement dans ce domaine-là, parce que je savais que tu étais là-dedans. Et voilà, autant que je savais que ça existait, autant que je savais que je voulais y aller, mais je n'ai pas le temps moi, personnellement de suivre tous les mois les 50 sociétés pour savoir quel est le moment où là l'action a bien baissé, c'est le moment d'acheter. Son prix, sa valeur, etc. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de sociétés à suivre et puis je ne peux pas tout suivre. Aux États-unis, il y a des milliers de sociétés cotées en bourse. Alors évidemment, toutes ne nous intéressent pas, il y en a plein qu'on néglige très vite, mais en effet, ça peut faire peur. Le travail que toi tu fais justement de sélection derrière de manière mensuelle, etc., permet effectivement moi derrière d'avoir un tri, d'avoir un premier tri. Gagner du temps. C'est ça. Ok. Est-ce que ça te faisait peur ce monde-là avant d'acheter tes premières actions, ou est-ce que vu que tu es un peu un touche-à-tout et que depuis ton plus jeune âge, tu avais déjà, je pense, touché un peu à tout, ça allait? C'était une très bonne question. En réalité, les deux, enfin, moi j'ai jamais eu peur. Mais c'est assez curieux dans le sens où c'est pas du tout familial. Mon père est terrorisé par la bourse. Quand je lui ai parlé de la bourse, il était. Oulala, non. Oui, tu te rends pas compte de ce que tu fais, tu vas une grosse bêtise. Des toutes bêtises.
Ma mère, elle dépense tout jusqu'au dernier centime. Donc pas du tout Donc investisseuse. vraiment, voilà, ma famille, la partie investissement, c'est pas ça. Ok, ok. Donc C'est forcément, intéressant. voilà, moi je me suis vraiment lancé tout seul et puis sans filer. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as été attiré par ça alors que dans ta famille, t'as pas eu de petite. Je pense qu'on a chacun ses Ouais, appétences. ouais. Voilà. Et puis moi, c'est vrai que les startups m'ont toujours intéressé. Aussi, Et ouais. donc on est après dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai aussi voulu entreprendre. J'ai Ok. entrepris aussi dans ma vie. Ok. C'est aussi d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu investir dans tellement de domaines en même temps, parce que il faut quand même un peu d'argent pour pouvoir Eh investir, ben ouais. c'est mieux. C'est une nerf de la guerre, le capital. C'est la nerf de la guerre. C'est clair. Ok. Et voilà, tout simplement. Donc ça te faisait pas si peur que ça Non. de loin. T'avais voilà, une Non, confiance non, plutôt. ouais, après, comme je disais, moi, j'analyse pas forcément justement les entreprises, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Par contre, j'analyse effectivement les gens qui vont m'aider Ouais, j'en suis à sûr. atteindre mes Tu regardes objectifs. l'humain qui va pouvoir t'aider. C'est ça. Et j'ai confiance dans les choix que je fais. Ok. Est-ce que tu estimes avoir fait aujourd'hui une erreur dans tes investissements, que ce soit en bourse ou aller même un peu plus largement Alors. toucher à d'autres sujets? Est-ce que tu estimes avoir fait une erreur que tu pourrais partager aujourd'hui et qui pourrait éviter peut-être à d'autres de la faire? Honnêtement, non. Parcours irréprochable. J'ai pas. Oui, après, j'ai eu à la fois de la chance, mais j'ai toujours fait très attention à ce que je faisais. Ouais, t'es assez précautionneux, tu C'est prends ça, pas de donc décision rapide. je suis rarement tombé dans des arnaques et des trucs comme ça, parce que Ouais. justement, en analysant l'humain, comment il fonctionne, T'as senti que. je sentais quand ça allait pas trop, qu'il fallait pas que je me lance, etc. Donc, ce qui m'a quand même vachement protégé dans mon parcours d'investisseur. Et après, d'autre part, je suis quelque part un précurseur, comme je l'ai dit. J'ai été dans le financement participatif avant même que donc, ça soit démocratisé par Hollande. Pareil dans le domaine de la crypto, donc j'ai commencé dès que c'était, on va dire, la partie mainstream est arrivée Ouais. en force, c'est-à-dire l'arrivée avec Coinbase et puis Binance. Ouais. Ce qui faisait que au début tout est beau, tout ça fonctionne, les premiers arrivés ils gagnent toujours. Donc même tu vois, si aujourd'hui le marché s'est écroulé, moi j'ai rentabilisé mon investissement initial, donc je ne peux plus perdre. Je vois ce que tu Je veux peux dire. juste gagner moins, mais je peux plus perdre. C'est vrai que je voyais encore il n'y a pas longtemps une stat qui disait qu'aujourd'hui plus de 50% des adresses Bitcoin étaient en perte par rapport au prix C'est actuel. Et c'est énorme, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est juste C'est énorme. énorme. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont même commencé à investir peut-être en 2017, Ça. relativement encore un peu précurseur, 2016, qui sont en perte en fait. C'est ça. Après, justement, pour rebondir rapidement là-dessus, puisque pour moi, c'est valable également pour la bourse, c'est aussi accepter la règle qui est finalement la règle de base quand on vous dit qu'il faut investir que de l'argent, vous êtes prêt à perdre. La preuve que c'est important. Moi, quand j'ai commencé à investir en bourse, j'ai investi en 2017, donc on était encore en bear market. Mes premiers investissements, je les ai vus que descendre. Après, comme j'étais de l'argent que j'étais prêt à perdre, au lieu de paniquer et de revendre, je les ai laissés. Et puis finalement, le bull market a duré quasiment 2 ans entiers, donc ça a remonté petit à petit et j'ai fini par devenir positif, même sur mes positions initiales. Mais c'est un très bon conseil. En fait, moi, ça me rend triste de voir que quand il y a des faillites, on le voit avec FTX ou même Terra, Luna, etc., de voir des discours de gens qui disent je vais me suicider, j'ai perdu toutes mes économies, j'ai revendu ma maison. J'ai pas envie de leur dire bien fait pour eux, c'est des détresses financières énormes. Mais j'ai envie de te dire, t'as déconné. Il y a un moment, tu peux pas mettre ta maison et toutes tes économies sur un seul pari. J'avais investi justement à l'époque, quand j'avais commencé à la crypto, j'ai investi dans des projets qui ressemblaient à quelque chose. J'ai pas investi justement sur du Dogecoin, etc. J'avais investi sur de l'Ethereum, sur du Bitcoin, sur du LTC, du Litecoin donc. Et voilà, des projets qui avaient quand même déjà une certaine solidité, même si effectivement ça a baissé, ces projets n'ont pas disparu, donc ils ont fini par remonter et donc j'ai fini par finalement m'y retrouver à la fin. Mais voilà, quand je disais je prenais pas de risques, quand je prends des risques très importants pour certains, donc quelque part ils restent quand même calculés, ils restent quand même réfléchis. Oui, tu vas pas aller faire des choses totalement ahurissantes avec une chance sur 3 millions que ça passe. C'est ça. Donc non, pas d'erreur. Ok, bon c'est bien, mais tu as donné un très beau conseil, investissez ce que vous pouvez finalement. Et ça, c'est vraiment la base, malheureusement pas pour tout le monde, mais ça devrait l'être. Aujourd'hui, c'est quoi ton organisation? Si on revient un petit peu sur les actions à dividendes, le temps que ça te prend par mois, c'est quoi ton organisation? Quelles sont un petit peu tes actions mensuelles que tu fais vis-à-vis de cet investissement en particulier? De toute façon, là, ça va rejoindre quand même finalement ton discours que j'ai vécu moi-même. Ça prend qu'un temps. Puisque les actions à dividendes, on est sur de l'investissement mensuel, donc c'est une action par mois. Donc globalement, grâce à la chance qu'on a aujourd'hui dans notre époque, il y a les brokers, c'est 30 secondes. Passer un ordre, c'est se connecter, valider. Après, tu te choisis. Moi, j'investis des petits montants, donc je peux choisir justement investissement au marché, au prix du marché. Je n'ai pas besoin justement de m'amuser. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi justement un ordre au marché pour peut-être les gens qui ne savent pas ce que c'est? Alors, un ordre au marché, ça veut dire que tu passes l'ordre au moment où tu cliques sur le bouton OK. C'est-à-dire au prix qu'il est proposé au moment où tu cliques sur le bouton OK.
En fait, tu mets pas de conditions à ton ordre de déclenchement d'un prix. Un prix cible, Ouais, voilà. t'achètes direct. Si c'est à 17,43 $, tu achètes à 17,43 C'est ça. $, tu dis pas j'essaye de l'avoir à 17 $. Non. On va dire une façon qui est déconseillée dans le cas où effectivement tu as beaucoup d'argent parce que tu risques d'avoir des problèmes de liquidité Oui, et donc d'acheter beaucoup plus cher que ce que tu avais prévu d'acheter. ça peut dépasser un peu. Ouais. Ouais. Mais en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais au niveau des ordres, moi je suis entre du 100 et 500 euros. 100 et 500 € tous les mois. Donc je ne vais pas couler le marché avec ces actions, Oui, avec oui, ces oui. montants-là. Donc je peux me permettre d'acheter Y au a pas de marché, raison. j'ai pas de souci. Mais c'est souvent le plus simple quand tu as une vision un peu long terme, en fait, comme avec les actions à dividendes. Ça sert à rien de s'embêter à mettre des ordres C'est ça. avec des conditions parce que oui, tu vas gratter quoi, 3 centimes, 10 centimes sur ton action, mais sur le long terme, c'est tellement Ça ridicule. représente rien. Mieux vaut le déclencher tout de suite, c'est fait, c'est en portefeuille. C'est ça. On a fait l'analyse avant, on est sûr de ce qu'on veut acheter, on achète, terminé. Ok. Et donc pour revenir sur les actions à dividendes, Ouais. effectivement, pour moi c'est vraiment l'investissement de mon père de famille. Pour moi, c'est la partie de mon portefeuille que je considère justement comme mon père de famille, comme je viens de dire, qui n'est pas donc du tout dynamique, qui est sûr. On va pas se mentir, les grosses sociétés qui sont aujourd'hui leaders dans le monde et leaders dans leur secteur, elles sont là depuis 30, 40, 50 ans. Donc, plus pour certaines. Plus pour certaines, elles vont pas disparaître demain. Donc globalement, tu peux pas perdre de l'argent. Tu peux éventuellement avoir une petite baisse de valorisation sur un Oui. moment donné. La volatilité, ça fait partie du jeu. Mais ça fait partie du jeu. Et comme ce sont des sociétés qui sont leaders, elles ont les capacités et les moyens C'est ça. de rebondir. En fait, c'est impressionnant de voir l'ancienneté, la solidité fondamentale des entreprises. On doit en avoir certaines, même peut-être beaucoup en commun. Je sais qu'il y en a une qu'on a peut-être en commun dans le portefeuille du Club Dividende qui verse des dividendes depuis le 19e siècle. Ça fait plus de 100 ans. Donc, dans ces conditions, tu te dis, mais bon, à la traversée des récessions, des guerres, des chocs pétroliers, des trahisons, C'est ça. enfin, tout ce que tu veux en fait. Donc, en fait, ça veut dire simplement que son cœur économique, son activité, elle est juste presque infaillible. En fait, une boîte dans le secteur de l'énergie. On a besoin pour tout en fait. Là, on consomme de l'énergie, tout consomme de l'énergie, ça se transforme. Donc, Ça, puis ces sociétés sont capables effectivement de faire évoluer de suivre en tout cas l'évolution de leur secteur. ouais, exactement. Ouais. Ça va rebondir aussi, c'est important. Voilà. Parce qu'on voit aussi des boîtes comme Nokia qui sont plus là aujourd'hui. C'est quoi la boîte Kodak, c'est ça? Celle qui était leader aussi. C'est Kodak, hein, je crois. Ouais. Kodak, ils étaient Ouais. leaders à un moment donné des appareils photo. Ouais, voilà, donc qui étaient des mastodontes à leur époque aussi, valorisés je ne sais combien, mais c'est vrai que une boîte peut aussi mourir finalement. Bien sûr. Et même un Facebook Bien sûr. aujourd'hui, un Apple demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Là, il faut quand même suivre effectivement Mm. son portefeuille pour pas se faire avoir, mais globalement, on est quand même sur, on va dire, la partie qui est sûre. Oui, c'est clair. Et puis des valeurs telles que nous on a en portefeuille, c'est quand même des valeurs du quotidien, C'est ça. l'alimentation, la santé, des choses très concrètes. On ne parle pas par exemple, du métavers, toi. C'est Sans ça. faire un tacle, mais un peu plus aléatoire, on va dire. Tout à fait. Et puis, il y a de plus en plus de consommateurs. Ouais, Il y a de plus en plus, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'êtres humains, en tout cas aujourd'hui sur Terre, donc de plus en plus de consommateurs. Donc finalement, ce sont des sociétés où leur chiffre d'affaires c'est vrai. augmente. Donc indirectement, leur valorisation aussi. Et donc en plus de toucher effectivement le dividende, tu auras de toute façon ta plus-value liée à la valorisation de l'entreprise qui va augmenter du fait que Ça fait le plus chiffre d'argent. d'affaires Ah ouais. de la société va augmenter. D'autant plus qu'on a plus de consommateurs et qui, eux, ont plus d'argent aussi. Si on pense à tous les pays émergents tels que l'Inde qui monte en puissance, on parlait du Brésil tout à l'heure en off au restaurant, il y a plein de pays qui se développent très vite avec de plus en plus de moyens. Donc, comme tu l'as dit, ça c'est très bien pour les affaires. Donc ouais, donc, voilà, c'est vraiment la partie, pour moi, portefeuille. Pas garantie, mais en tout cas, Non, c'est la partie bien tranquille, bon père de famille. Rien n'est jamais garanti dans l'investissement, mais il y a quand même des stratégies qui nous font dire que on prend moins de risques On prend pas que beaucoup de d'autres. Ouais, on est d'accord. Pas beaucoup de risques. Oui, on est d'accord. Et en plus de ça, on a de la chance parce que quand tu as compris comment fonctionne le marché et la cyclicité des marchés, Ouais. bah, tu peux obtenir quand même des sacrées réductions sur des entreprises c'est extrêmement solides. Et donc, en plus du dividende qui, lui, va être en hausse, Ouais. tu auras effectivement en plus une plus-value. Ce qui permet de verrouiller en fait une rentabilité C'est sur ça. prix de revient comme on dit, et là c'est génial. Une boîte qui dans des conditions de marché normales pourrait peut-être titrer à 1,5, 2 points de rentabilité, avec un bon timing, avec notamment des choses pas terribles qui se passeraient dans l'économie, on peut peut-être la choper à 4%, ce qui est C'est juste ça. énorme. C'est énorme. Les gens ne se rendent pas compte de ce petit C'est détail, mais Donc, C'est c'est énorme. comment effectivement sécuriser son argent à des taux plus intéressants que le livret A. oui, Et finalement, tout en gardant une liquidité, parce que ce que je disais justement tout à l'heure, quand on achetait au prix du marché, parce que justement, c'était des entreprises qui étaient liquides, bah c'est pareil, le jour où vous avez besoin de récupérer votre argent, comme le marché est liquide, vous allez pouvoir récupérer rapidement et facilement c'est clair. votre argent si vraiment vous en avez besoin. C'est clair. Alors, tu as parlé du livret A, ça m'a un peu trigger parce que j'ai vu il y a 2-3 jours un article qui disait que
en novembre 2022, le record de dépôt a encore été une fois atteint sur les livrets A. Les Français ont encore épargné, ont fait les castors. Comment c'est possible? Pourquoi les Français mettent tout leur argent, toute leur épargne sur des livrets A alors que on parle d'actions de dividendes qui sont relativement peu dangereuses, avec des rentabilités plutôt intéressantes, une façon de bien placer son argent. Il y a l'immobilier, il y a d'autres choses, mais pourquoi les Français stockent autant leur argent d'après toi? Pour moi, c'est une histoire de culture. C'est vrai. Et même nos gouvernements nous ont toujours poussé à ne pas justement prendre de risques. C'est très On voit, français. même moi je l'ai vu effectivement, c'était encore plus visible dans la crypto, mais c'est pareil en bourse. Si vous commencez à vouloir investir en bourse et en crypto c'est pire, les banques vous regardent de travail, ils disent attention, si risqué, là vous avez des petits signaux à papier parce que je sais jamais, je vais pas être responsable de... Donc tout ça, voilà, toute cette ambiance ne nous pousse pas du tout effectivement à prendre des risques et à investir. Je pense vraiment que c'est lié à la culture. Déjà, on n'a aucune culture financière, quasiment pas de finance, voire pas du tout de finance à l'école, donc on ne sait pas du tout ce que c'est. Ensuite, effectivement, en France, c'est quand même assez vrai, mais c'est vrai dans plein de pays au monde, mais on a quand même cette façon de gouverner par la peur. Donc les gens ont peur, donc comme ils ont peur, ils font les castors. C'était pour ça que j'ai enfant ton image, c'est totalement ça, et ils jouent les castors, et donc ils vont mettre de l'argent de côté, et demain, on sait jamais, on va mettre de l'argent de côté en cas de coup dur. Donc, dans l'idée, moi je pense justement, parce qu'il faut effectivement avoir un peu d'argent de côté, en tout cas je pense qu'il est effectivement nécessaire aujourd'hui d'avoir entre 6 mois et 1 an de salaire de côté en cas où. Par contre, une fois que tu as ce coussin de sécurité, pour moi tout le reste il doit être investi. Déjà pour 2 raisons. La première, pour la partie rentabilité, puisqu'on est quand même là pour quand même être rentable, gagner de l'argent. Et la deuxième, parce que c'est nécessaire. L'un des gros problèmes aujourd'hui de la France, et c'est pour ça que je trouve ça dommage que nos gouvernements ne poussent pas plus à investir et ne font pas justement de la fiscalité intéressante pour investir, parce qu'on a besoin que l'argent circule. C'est la base de l'économie. C'est la base de l'économie. L'économie qui se porte bien, c'est l'argent qui circule. Et c'est vrai que si c'est stocké dans des livrets A, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça bouge pas, ça crée pas de valeur, ça fait pas du chiffre d'affaires pour des commerçants, pour des fournisseurs, et c'est pas bon. Bon, on fera pas le monde, comme on dit. C'est comme ça. Est-ce que tu m'as dit quels étaient tes courtiers? Je sais plus. Pas du tout. Non, dis-moi tout. On avait parlé, donc j'en avais effectivement au minimum 2. L'un pour la partie France-Europe, donc pour ça j'utilise Bourse Direct. Bourse Direct, ok, très bien. L'avantage c'est que c'est du 100% en ligne, donc avec des frais 100% en ligne. Ils sont assez réputés pour de très très bons prix pour la partie France. Parce que j'ai essayé les actions américaines. Non, ça passe pas. Très très cher. Très cher. D'où pourquoi justement j'avais pris un broker spécial. Il en faut 2, qui est Desgiron. Exactement, en fait c'est ça, il en faut forcément 2. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi j'aime bien avoir par exemple, tout dans ma banque physique, le plus gros piège qu'on peut faire, ne faites surtout pas ça, aussi bien pour un PA que pour un compte titre. Mais même avoir les 2 produits dans un seul établissement, malheureusement c'est pas possible parce que il n'y en a pas un qui est optimisé pour les 2 en fait. C'est ça, déjà tu as ça, et puis en plus je pense que le fait de diversifier c'est important, mais à tous les niveaux. On l'a vu, c'est vu dans le monde de la crypto, tout le monde a entendu parler d'histoire FTX. C'est pas parce que tu es numéro 2 que voilà, on l'avait vu en 2008, dans le monde traditionnel avec les Man Brothers, etc. Ouais. Après, les courtiers qui ont fait faillite, ça n'existe pas. Voilà. Pour l'instant, on touche du bois. C'est pas la même régulation. Tu as les autorités des marchés financiers qui sont les régulateurs qui sont tout le temps derrière à pousser dès qu'il y a le moindre truc, à dire enflouer vos capitaux propres. C'est ça, mais même après, tu vois, si tu en as un qui fait augmenter justement ses frais, et que tu as tout mis dessus, tu te retrouves impacté sur tout ton portefeuille. Donc moi j'aime bien découper. Ça se défend. En tout cas, ce qui est très important, c'est de bien le choisir dès le début. Ça, c'est quelque chose de très très important. Ok. Alors justement, au niveau des choix, ça peut peut-être aider effectivement. Dis-moi. Ce que je fais toujours très attention, c'est que je ne choisis jamais celui qui a les frais les plus élevés, ça paraît logique. Qui a envie de payer cher. Mais je ne choisis jamais celui qui a les frais les plus faibles. Ça, c'est un bon réflexe. Tu peux nous dire pourquoi? Justement parce que je pars du principe que c'est une société derrière qui doit gagner de l'argent. Et si elle ne gagne pas d'argent, c'est problématique pour elle, et donc ça sera problématique. Ça me fait plaisir d'entendre ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le comprendre. Parce que derrière un courtier, c'est une entreprise commerciale avec l'objectif premier de faire des bénéfices. Et si c'est gratuit, c'est qu'il y a forcément une baisse derrière. Et souvent, la baisse, elle te coûte plus cher que le mec qui est un peu trop honnête, qui te dit précisément ça sera tant par ordre. Ah ouais. C'est ça. Donc c'est pour ça que je fais attention, je ne choisis jamais très bon réflexe. Le meilleur et me dire en fait, pas le moins bien. Lisez les petites lignes. En bas de chaque page, il y a ce qu'on appelle les conditions générales de vente ou un truc similaire. Vous cliquez et souvent, il faut un peu chercher, mais tu trouves très facilement quand même la brochure tarifaire de combien ça va te coûter. Ça, les gens ne le font pas, mais pourtant, c'est quand même la base. Quand tu t'apprêtes à investir ton argent, savoir un peu quand même où tu le mets et combien ça va te coûter. Bon, malheureusement, pas pour tout le monde. Dommage. Combien de lignes tu as en portefeuille aujourd'hui? Beaucoup. Beaucoup? C'est vrai? Je suis à peu près à 110 lignes. 110 lignes? Ouais. Alors, comment ça se fait? C'est énorme. Alors,
Ouais. Mais on l'a vu et on en a discuté, j'aime bien aussi avoir une partie donc, de mon portefeuille un peu plus sécurisée. Donc, Ouais. je suis d'un côté effectivement une stratégie à dividende et une autre effectivement un peu plus dynamique. Mais les 110 lignes, c'est pas que de l'action à dividende, rassure-moi. Ah oui, j'ai eu peur. Ok. Non. Ok, ce que je vais te dire, sinon, achète un tracker. Ouais, voilà. Dividende ou. Voilà. Mais ok, mais sur des actions à dividende, tu sais combien tu as de lignes à peu près? Non, Je t'as dirais pas forcément. 10-15. Ok. Ah, ça me rassure. Ok, ouais, c'est un bon compromis, 10-15. Ok. Les 110 lignes, ça va faire du travail de gestion. Alors oui, après aujourd'hui encore une fois, on a vachement de chance finalement avec les outils qui sont mis à disposition. Google possède des API qui permettent de se connecter à tous les brokers, en tout cas toutes les places plutôt. Donc tu mets des déclencheurs? En tout cas, moi j'ai un fichier Excel dans lequel j'ai effectivement chacune des actions que j'ai achetées. Et grâce effectivement à l'API Google, ça se connecte automatiquement à la place de marché dans laquelle moi j'ai acheté, donc que ce soit la bourse effectivement de New York, que ce soit le Nasdaq, que ce soit effectivement la bourse effectivement française. Et donc voilà, j'ai mon PRU, j'ai le nombre d'actions que j'ai achetées. Donc après, la valeur actuelle, la valeur de mon portefeuille, donc ma plus-value effectivement latente, avec un petit graphe aussi par rapport à l'évolution des prix. Bon. En un clin d'œil, j'ai accès effectivement à une vue synthétique de mes actions. On voit que tu bosses dans l'informatique, tu t'es fait un petit tableur dynamique, bien sympa j'imagine, avec tout ce qu'il te faut en un clin d'œil. Okay. Mais ouais, tu rebondissais sur le fait que je suis effectivement informaticien, ce qui est vrai, c'est sûr que ça aide pour casser cette fameuse barrière, mais en réalité, quasiment tout existe. Oui, tu as beaucoup d'outils aujourd'hui. Oui, non, c'est clair. Et puis après, une fois que ton template il est prêt, il suffit de remplir les cases. Il faut juste, entre guillemets, casser l'appréhension c'est compliqué. C'est du Excel de base, on peut faire un truc très très simple avec Excel, il n'y a pas besoin de faire du flashy. La fonction elle s'appelle Google Finance, elle prend deux paramètres, les trigrammes effectivement de l'entreprise et les trigrammes de la bourse. Oui, non, c'est accessible normalement à peu près tout le monde, il n'y a pas de raison. Ok. Quand tu investis dans des actions en bourse, si on parle vraiment d'actions à dividende, c'est quoi ton horizon d'investissement? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu dis je déclenche, on a parlé un peu de plus-value, est-ce que je déclenche une plus-value et je revends? Est-ce que j'ai fait mon travail au début, je la garde toute la vie, j'encaisse ces dividendes? C'est quoi un petit peu ton horizon? Alors, c'est une bonne question. En réalité, pour moi, effectivement, on part sur du long terme. C'est vrai que pour moi, long terme, déjà, 5 ans, en soi, c'est du long terme déjà. Après, comme c'est de l'argent que je n'ai pas forcément spécialement besoin, peuvent très bien rester là. Pas de gros objectifs de sortie. Pas d'objectif de sortie en tant que tel. Et est-ce que tu fais de l'arbitrage de temps en temps ou pas du tout? Tu te dis, bon, celle-ci, je pense qu'elle coûte un peu trop cher maintenant, elle est survalorisée, je m'en débarrasse, je la revends, je prends la plus-value, j'achète autre chose. Est-ce que c'est des choses que tu fais ou tu te dis vraiment non? Dividende. Si, je fais de ça. Tu fais un peu. En fait, ça fonctionne un petit peu par phase. Ok. À un moment donné, tu vois, je vais regarder, quand je vais voir par exemple une action dans certaines entreprises en énergie. En un an, je suis passé de 0 à 100, 150%. Je sais très bien qu'effectivement, quand le marché va stabiliser, ces actions-là vont baisser. Donc je me dis, je commence à réfléchir fortement à les vendre. Donc, alors qu'effectivement, elles déversent un dividende intéressant. Donc j'ai aussi une plus-value latente de 100% à 130%. Donc, et ça te fait de l'œil. Ça te titille. Ok. Bon, moi, je suis pas du tout de cette école-là. Moi, je me dis, tant mieux, toi. Si j'ai 150% de plus-value, je me dis, j'ai bien fait mon travail, ça a capitalisé, j'encaisse ces dividendes. Mais je peux comprendre que certains aient envie de récupérer cet argent pour. Après, moi, je trouve que c'est une galère en fait, parce que je me dis, fiscalité déclenchée, comptabilité déclenchée, il faut que je retrouve une autre action dans laquelle investir. Je n'avais pas besoin de l'argent, donc je le laisse. Voilà, c'est pour ça. Pour ça, je fais quand même très très peu d'arbitrage. Ouais, t'en fais quand même peu globalement. Ok. Bon. Très peu. Et niveau secteur, tu es réparti comment vis-à-vis des 11 secteurs qui sont en bourse? Est-ce que tu es un petit peu dans tous les secteurs ou est-ce que tu as des secteurs de prédilection? En réalité, moi, mon objectif, c'est effectivement globalement d'être dans les différents secteurs. Ok. De manière plus ou moins équilibrée. C'est plus effectivement en fonction des opportunités. Ça dépend ce qui vient chaque mois. Ça dépend ce qui vient effectivement chaque mois. Ceci dit, du fait à la fois de mon métier et du secteur, surtout dans lequel moi je travaille aujourd'hui, qui est le secteur de la défense, du fait justement du plan d'épargne de l'entreprise, etc., je suis effectivement déséquilibré. J'ai une grosse ligne côté défense qui, au vu de la situation géopolitique actuelle, effectivement, a été très intéressante pour moi. Mais voilà, donc effectivement, d'un point de vue portefeuille, je m'en sors bien. Mais pour le coup, j'ai vraiment une ligne qui déséquilibre mon portefeuille. Ok, bon.
Mais tu es un petit peu partout sinon. Mais sinon, ouais, Ouais, c'est pas. ok. Est-ce que tu connais la rentabilité de ton portefeuille ou pas? Pas encore. Tu l'as pas en tête, ouais. Non, je l'ai Ok. pas en tête. Globalement, je l'ai dans le sens où, comme j'ai mon fichier Excel, Ouais. je sais que j'ai une rentabilité. Aujourd'hui, je suis à 26% Ok, en termes de plus-value, tu parles, ouais. en termes de plus-value. Ouais. Et en rentabilité sur dividende, tu sais ou pas? Pas du tout. Tu l'as pas en tête, ouais. Bon, Non, ok. non, parce que en réalité, je gagne mes dividendes, mais je les note pas. Ok, ok, Et ils ok. sont pas sur mon fichier Excel. Ok. Donc, il est Petite prévu fonction en pour plus à voilà. rajouter. Ah, elle existe, et il y a Elle juste existe. effectivement à l'alimenter. Ok, bon. Chose que malheureusement. Et puis tu vas pas forcément voir sur ton courtier à combien t'es de pourcentage sur rentabilité de dividende. Ok, bon. Tant pis, pour la prochaine fois. Quand tu investis dans une action, c'est quoi s'il y a un critère qui est selon toi le plus important à regarder, ce serait lequel que tu regarderais? Est-ce que ce serait, je sais pas, le niveau de dette, l'ancienneté du dividende, le montant du dividende, sa valorisation via le PER peut-être, ou je sais pas. Moi, déjà, le premier truc que je regarde, Ouais. c'est ce qu'elle fait. Son cœur d'activité, comprendre ce qu'elle fait. Super, ça, beaucoup de gens ne le font pas. Ouais. Il y a des Et gens pour qui moi, achètent des c'est actions sans savoir. primordial Ouais, parce ouais, que justement de savoir est-ce que l'entreprise va exister dans 10 ans ou dans 15 ans, vu qu'on était justement dans l'investissement long terme, voire même, comme on disait, on ne revend pas. ouais. Ouais. Donc si on ne revend pas, ça veut dire que je suis Faut sûr être et sûr certain que, ouais. que mon entreprise sera là dans 50 ans. Puisque j'ai quand même que 34 ans. Ouais, ouais. Donc oui, pour moi, ce qui est important, c'est le cœur de La pérennité de l'activité, en fait. La pérennité de l'activité. Bah, c'est vrai que si tu penses à un Coca-Cola, tu vas te dire, bon, Coca-Cola dans 50 ans, a priori, ils vendent pas que du coca, ils vendent de l'eau, du thé, du café, des boissons énergisantes, ils ont quasiment tout ce que tu veux. Est-ce qu'ils seront encore là dans 50 ans? Normalement, la réponse est oui. il n'y a pas de souci. Par contre, hein, je sais pas ce qu'on pourrait citer, même un Facebook, hein, Meta aujourd'hui, dans 50 ans, moi perso, je suis pas aussi sûr que Coca-Cola qu'ils sont encore là, toi. Tout à fait, c'est une bonne question. Et Facebook, effectivement, est un bon exemple. C'est-à-dire que globalement, vu de leur secteur et vu qu'ils sont sur quelque chose qui est assez, j'allais dire lunatique, mais c'est pas du tout le terme, c'est un peu périodique, un peu périodique, genre. mais c'est en fonction de, comment on appelle ça, les effets de mode. Effet de mode, exactement. Ouais, ouais. C'est un effet de mode, donc l'effet de mode il peut changer, Ouais. et donc Facebook ils vont devoir, et c'est ce qu'ils essaient de faire d'ailleurs avec le métavers, c'est pour ça qu'ils investissent des sommes astronomiques dedans. Ouais. Ils essayent de savoir quelle sera la prochaine mode pour pouvoir s'y positionner. Alors ça peut être jackpot, tout comme ça peut être faillite. Voilà. Hein. En fait, donc, c'est un peu qui tout double. c'est un peu un secteur bâtard la technologie, parce qu'on a vu IBM qui était une entreprise très très jolie il y a 40 ans, 50 ans, aujourd'hui qui perd un peu de ses couleurs. Même un Apple aujourd'hui, on a parlé du changement dans le goût des consommateurs. Il suffit que demain, l'iPhone, ça soit un produit totalement has-been, ou qui marche plus, ou que les concurrents l'aient totalement fumé. Bon, aujourd'hui, ça paraît totalement improbable de se dire que Apple, la plus grosse capitalisation du monde, ne soit plus celle-ci ou meurt. Mais dans ma tête, je sais pas pour toi, mais moi, ça me paraît pas forcément improbable. Alors, Apple, c'est vrai que c'est une société qui est un bon exemple aussi, je trouve, parce que c'est une société qui, pour moi, manque un peu. Ils sont assis sur une quantité de liquidité. Ouais, ça c'est énorme. incroyable. Ouais. Et franchement, si on prend un peu de recul, on se dit, mais C'est les mecs, vous faites quoi? Où est les gros projets d'innovation? Qu'est-ce que vous prévoyez pour demain? Vous avez les liquidités, qu'est-ce que vous faites? C'est clair, pour moi, c'est de l'argent qui dort. Et on parlait tout à l'heure des livrets A. Moi, j'ai l'impression qu'Apple, c'est des livrets A. C'est-à-dire ça dort, et puis après, l'argent ne vaudra plus rien, ça ne vaudra plus rien. Ils font tellement de cash, ils font tellement de marge que. Oui, mais ils ne l'utilisent pas. Est-ce qu'ils ont de quoi déployer? C'est un problème, c'est quand tu as énormément de cash comme ça, c'est comme Warren Buffett qui a, je crois, 60 milliards de liquidités et qui n'arrive pas à les déployer. Il dit, moi je trouve des opportunités d'investissement, mais à 500 millions ou 1 milliard, ça ne m'intéresse pas de prendre l'énergie de faire la due diligence pour investir que 500 millions. Ça nous paraît fou, nous, mais pour lui, ça ne vaut pas le coup. Toi, hein. Moi, je vois justement des sociétés concurrentes. On peut parler justement, par exemple, de Google. Ils arrivent à trouver plein de solutions d'investissement et tout. Aujourd'hui, on a des possibilités. En fait, on est pour moi dans un monde là vraiment. Avec, voilà, on est il y a le monde d'hier et il y a le monde de demain. Une polarité vraiment très. Voilà. Et donc, il y a énormément de choses à faire. Et avec des pas qui peuvent être des pas de géants, hein. On parle effectivement de la découverte spatiale, ce genre de choses. Beaucoup de choses. Et en termes de santé, on sait qu'en côté santé, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu les investissements nécessaires. Donc, il y a énormément de recherches et tout à faire, énormément d'investissements à faire. Pour moi, les possibilités d'investissement sont énormes. Bon. Et donc pour moi, si Apple le voulait, il le pourrait. Et le fait qu'il ne le fasse pas, j'ai peur qu'avec le temps, effectivement, ils finissent par prendre du retard et voilà, dormir sur beaucoup d'argent, mais qui ne vaut plus beaucoup d'argent. Ouais, bon. Et voilà, donc ouais, effectivement, sur le long terme, ça peut se réfléchir. On fera un bilan dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, voir ce que devient Apple, mais c'est vrai que c'est super intéressant de voir un peu tout ça. On parle beaucoup de crise en ce moment. Oui. Je pense qu'on entend un petit peu parler comme moi. Bon, voilà.
on n'y croit pas. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être compliqué et dangereux pour ton portefeuille et pour tes actions à dividendes? Ou est-ce que tu penses qu'après tout, bon, des crises, on en a vu, il y en aura encore, et toutes ces entreprises, elles étaient là, elles sont encore là aujourd'hui, et tout se passera bien? Comment tu vois les choses? Parce qu'à écouter les gens en 2023, Alors, c'est une très bonne compliqué. question. Effectivement, c'est une année compliquée, c'est une année charnière sur effectivement plein de choses. Moi, je pars d'un constat finalement assez simple, qui est de dire que ce que tu venais de dire finalement dans ton exemple, on a déjà passé un certain nombre de crises, etc. Certains disent que ça sera la dernière, que l'économie va s'écrouler. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que si ça devait arriver, que j'ai investi ou que j'ai pas investi, mon argent ne vaudrait plus rien. En revanche, Tu parles d'une très grosse crise. en revanche, si ça n'arrive pas, il y a des super opportunités d'investissement et qui me permettra justement de sortir mon épingle du jeu. C'est ça. Donc pour moi, pour répondre justement à ta question, est-ce que c'est, parce que je pense que c'est ça la question, est-ce que c'est le moment effectivement d'investir? Oui, pourquoi pas. Ouais. Donc Ouais. qu'est-ce que l'on risque? Si tout ça s'écroulait, que tu investis ou que tu n'as pas investi, tu n'auras plus rien. Et si ça ne s'écroule pas ou que les choses se rééquilibrent et tout, tu seras bien positionné. Que rajouter de plus? Honnêtement, voilà, encore une fois, prédire ce qui va se passer, c'est bien, mais c'est surtout un argument pour ne rien faire souvent. Parce que les gens se disent, bon, C'est ça. c'est pas le moment, t'as pas vu ce qu'on nous dit, t'as pas vu ce qui va se passer, attends un peu. Mais les gens aiment bien en fait dire plus tard. Ah, c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'en fait, se bouger un peu les fesses pour le faire tout de suite, c'est chiant. Hein. rassurant. Bah, c'est ça, et puis c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup de gens, même des gens qui sont des ingénieurs, donc qui ont des positions, on va dire, sociales quand même tout à fait intéressantes. Ils ont investi, ils avaient tellement peur d'investir qu'ils ont investi, je sais pas, 200 €. Donc autant dire pour eux, c'était vraiment zéro. Parce qu'ils gagnent des salaires à 3 500, 4 000, et ils n'ont aucun souci d'argent. Et parce qu'ils ont perdu 20% de leur portefeuille, donc tu vois, 200 €, 60 ils ont €, perdu, et ça va être plus que 140, donc c'était pas la fin du monde, tu vois. Et pour eux, ça représentait rien. Ils ont paniqué, ils ont vendu. Et ça les a dégoûtés de faire autre chose après. Et c'est ça les a dégoûtés. Et je dis, mais pourquoi? Parce que c'est une maigre expérience, et tirer des conclusions sur ça, c'est un peu dommage. Toi. C'est dommage, tout à fait. C'est dommage, et puis ils n'en avaient même pas besoin. Voilà. Donc les gens, effectivement, n'assument pas la volatilité effectivement, du marché. Bon, tant pis pour eux. Alors c'est ça qui est dommage, parce que quand tu entends parler, ils veulent tous gagner de l'argent, mais ils ne veulent pas l'en perdre. Et ça n'existe pas. La définition de l'investissement, c'est pas gagner de l'argent sans aucun risque à tout prix, non. Sinon, et après, effectivement, ils vont toujours dire oui, mais je comprends pas. Quand je regarde autour de moi, les investisseurs, ils gagnent toujours de l'argent. Bah oui, mais ils n'ont pas toujours gagné de l'argent. Moi, j'ai commencé ce que je disais tout à l'heure dans la crypto. Les premiers mois, j'étais là, j'ai fini quasiment en bas. Après, bon, on ne retient que les succès, comme toujours, pour tous les artistes, les athlètes, les célébrités. On voit que ce qui brille, mais malheureusement, on voit pas tout le travail derrière. Il y a du travail. Et les pertes aussi, malheureusement, les déceptions et les échecs. Ouais. Et donc là, voilà, même aujourd'hui, c'est vrai que le marché est très volatile. Donc oui, j'ai fait des investissements et effectivement, il y en a déjà certains, ils ont pris moins 10. Alors en quelques mois, c'est normal. Mais moins 10, c'est rien. Ouais, c'est clair. Après, ça dépend de ce que je souhaite. Moi, je sais que derrière, je souhaite faire du plus 30, plus 40%. Donc si je suis pas capable effectivement d'accepter une perte de moins 10, je ne ferai jamais plus 30, plus 40%. Il faut savoir accepter la perte pour accepter le gain. Exactement. Alors du coup, c'est quoi ton objectif final? On n'en a pas parlé, mais pourquoi tu investis en fait? Alors, dans les actions à dividendes? Déjà, globalement. Parce que j'aime bien. Ok, c'est une passion en fait. C'est une passion. Ouais, okay. Les actions à dividendes, comme on l'a dit derrière, c'est des grosses sociétés souvent. Et moi, ça m'aide justement à suivre indirectement l'évolution du monde. C'est vrai, c'est un reflet direct de l'économie. C'est un reflet direct de l'économie. Vu que j'ai des actions, forcément, je suis un petit peu ce qu'elles font, comment elles évoluent, les innovations. Ce sont tes entreprises. Indirectement, ouais. T'as investi dedans, donc moi je sais pas, j'ai investi. Quand je fais de l'investissement long terme, je fais pas de la spéculation ni rien. Donc oui, j'ai quand même un peu de cœur dans ce que je fais. Et oui, je suis un minimum les sociétés dans lesquelles j'ai investi. Ok, je vois. Alors pourquoi, d'après toi, aussi peu d'investisseurs sont intéressés, sont attirés, font de l'action à dividende? Parce que ça peut revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, finalement, où les gens veulent gagner beaucoup, très vite. Ouais. Pas de patience. Pas de patience. Et donc voilà, là, les dividendes, effectivement, on parle de... le premier gain d'un dividende, c'est le dividende. Le dividende, effectivement, c'est quelques pourcents, donc au début, c'est quelques centimes, quelques euros. C'est ça, si tu investis 100 € à 4% de rentabilité, tu as gagné 4 € à l'année. Bon, ça. Est-ce que ça fait rêver beaucoup de personnes? Là, comme ça, brutalement, non. Par contre, si tu prends en compte leur investissement de tes dividendes, le dépôt régulier de capitaux, la performance naturelle des marchés financiers, sur 5, 10, 15, 20 ans, sortez une calculette d'intérêt composé dans Google,
Je pense que C'est ça. beaucoup seraient surpris. C'est ça. Et justement, on parlait tout à l'heure du livret A. Je me dis, mais si vous êtes prêt à laisser votre argent en livret A, faites plutôt ça. Ah, mais il n'y a même En pas termes photo. de gains, il En termes de n'y performance. a pas photo. Et en termes de risque, c'est finalement presque moins risqué. Parce que je dis, voilà, moi, franchement, j'ai pas une grande confiance quand même. Hein, sur Bah, long terme. le livret A, la performance, elle vient d'où? Voilà, ok. Les entreprises, on sait très bien d'où vient la C'est performance. ça. On le voit aux États-Unis depuis 1926, la S&P 500 a livré à peu près 10% par an de performance. Bon, bah, si le livret A délivrait 10% de performance par an, je pense que ça se saurait. Le livret A, c'est bien pour avoir un peu de liquidité mobilisable rapidement, pour contrer légèrement l'inflation, et encore que, en ce moment, C'est ça. c'est pas du tout le cas. Mais Donc, sinon, si vous voulez effectivement un investissement entre guillemets qui prennent pas la tête, qui prennent pas le temps, qui finalement est rentable, ouais. même si c'est pas justement les 10-15% qu'on peut entendre parler, franchement. Ah, mais 10-15%, c'est pas la norme. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas. Tout à fait. Dans l'investissement, 10-15% par an de performance maintenue pendant longtemps, c'est très bien. Ah ouais, c'est très bien. Donc ouais, ok. Trois dernières petites questions pour clôturer cette vidéo. Je vois que ça fait déjà 40 minutes qu'on parle, le temps passe très vite. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette stratégie? La tranquillité. La tranquillité, ouais. Ça va pas te stresser, t'as pas à y penser tout le temps. Passif. C'est passif. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Bah, honnêtement, rien, parce que le seul truc que je pourrais dire le moins, entre guillemets, c'est ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire que en termes de rentabilité, en particulier les dividendes, c'est pas oufissime. Mais dans une stratégie justement de diversification et tout, c'est pas, enfin pour moi, c'est pas un inconvénient, au contraire. C'est une partie qui est sûre, qui est tranquille, qui est. C'est une diversification financière. Ouais, qui est liquide, donc facilement récupérable, etc. Enfin, pour moi, il n'y a que des avantages. En fait, c'est ça, il faut vraiment penser aussi à tout ce que ça peut apporter comme avantage, contrer l'inflation, parce que ça, les gens n'y pensent pas, mais c'est une taxation pernicieuse de ton pouvoir d'achat. Donc, tu contres l'inflation, ça a été prouvé par plein d'études que l'augmentation des dividendes dépasse l'inflation. De l'inflation, le but de l'inflation, c'est justement de brûler de l'argent. Ouais, donc, et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est ça que les gens ne savent pas, mais c'est ça. Mais ouais. Ça, là, je vois beaucoup de gens qui se battent avec les grèves, etc., pour essayer d'augmenter. Ils disent, vous allez augmenter votre salaire, donc il va falloir vendre le produit plus cher. Donc vous devrez l'acheter plus cher. Donc au final, votre augmentation, ça ne changera rien. C'est un long débat, ça aussi, mais voilà. Le principe de l'inflation, c'est. Les gens le comprennent. Ouais. Mais en tout cas, ça permet de contrer ça, l'inflation, de préparer sa retraite potentiellement, de transmettre. Complément de revenu, c'est vrai que les gens imaginent tout de suite sortir 2000 € par mois de dividendes. Mais si on commence par, je sais pas, gagner 50 € en plus par mois, 100 € par mois, puis 500, c'est vrai 13e mois, hein, 14e mois. Moi, je suis entre 200 et 500 € par mois. Ouais, et voilà, toi, c'est déjà génial. Donc ouais, il n'y a pas que l'idée de se dire on va devenir indépendant financièrement du jour au lendemain ou millionnaire. C'est pas une stratégie qui va vous permettre d'atteindre ce but-là très rapidement. Hein. Si vous voulez devenir millionnaire rapidement, créer une entreprise, ce sera beaucoup plus simple entre guillemets, probablement en tout cas. Mais voilà. Ok. Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil pour la fin à nous partager? C'est le conseil, on va dire, qui est donné de manière quasiment par tout le monde. Ouais. Il faut vous lancer. Ouais. La question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que vous risquez réellement? C'est vrai. C'est ça que je vous pose. Vous savez, aujourd'hui, vous laissez votre argent sur le livret A, on l'a vu avec l'inflation et tout, de toute façon, vous allez perdre entre 2 et 3% par an. Donc à partir du moment où vous perdez 2 ou 3% par an, qu'est-ce que vous risquez de tenter effectivement la bourse, qui est quand même globalement à une croissance plutôt de 30% par an. Heureusement. Non mais c'est bien de retourner à la chose avec une question. Qu'est-ce que vous risquez réellement? En fait, quand on pose les choses, très peu de choses. Bien évidemment, hein, quand je dis ça, c'est quand je vous dis de vous lancer, lancez-vous dans des choses qui vous correspondent, qui soient en fonction de votre risque. Hein. Bien sûr. Si vous achetez des actions d'une société qui n'existe pas ou qui est à peine sortie ou qui est une start-up. Vous ne connaissez pas, ouais, bien sûr, avec du levier. Voilà. Oui, les gains seront potentiellement plus importants. Par contre, là, oui, vous pouvez tout perdre. Donc là, oui, c'est plus risqué qu'effectivement le livret A. Ouais, exactement. Mais encore une fois, voilà, si on investit l'argent qu'on est prêt à perdre, qu'on commence le plus tôt possible, qu'on le fait en étant raisonné, en se formant un minimum. Oui. Et la stratégie justement des dividendes est quand même la plus sûre. Hein. Quand on disait tout à l'heure, encore une fois, on investit dans des sociétés ça fait 50, 60, 70 ans, 80 ans, voire plus, qui versent des dividendes. Ils ont déjà traversé toutes les crises et tout. On va pas se mentir, le risque est quand même archi faible. Il peut se passer plein de choses, mais avoir un tel historique, ça rassure. Ça rassure. C'est une certitude. Bon. Écoute, je te remercie en tout cas pour ton temps, c'était génial ce petit échange, je vois qu'on a parlé 45 minutes, c'est cool, c'est énorme. Je suis très bavard. Je te resserre la main. Non mais c'était très bien, je pense que les gens ont adoré. Dites-nous tout d'ailleurs dans les commentaires ci-dessous, posez-nous vos questions si vous en avez. Likez cette vidéo, lisez bien la barre de description, il y a pas mal de ressources qui devraient vous intéresser. Et puis on se dit à très vite, avec grand plaisir, ok? Ciao. Bonne journée.